téléspectateurs, nous en sommes à, disons, au débat du jour, au plat de résistance, comme nous aimons bien l'appeler. Et ce matin, nous allons parler, comme annoncé en début d'émission, de ce phénomène qui fait que parfois, vous donnez votre tissu au couturier ou à la couturière. Ils vous disent que dans 2 jours, dans 2 semaines, vous aurez les habits. Et puis 3 mois après, vous n'avez toujours pas les habits. Vous achetez du matériel de construction convenu avec le constructeur, les maçons, les ferrailleurs et tous les autres artisans qui tournent autour du chantier. Puis après, vous vous rendez compte que c'est des barres de fer qui disparaissent ou bien c'est des paquets de ciment qui se retrouvent sous le sable et puis bon, on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que l'abus de confiance au niveau de certains artisans tend à être un mal corporatiste, tellement il est difficile aujourd'hui de trouver un artisan respectueux de ses engagements, un artisan qui vous satisfait à 100%. Pour en parler, nous avons des invités dont les voix sont autorisées sur ce plateau, Madame Danonde. Bien sûr, nous avons un représentant de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Il répond au nom de Eli Dossou-Kokou. Merci d'être là. Vous êtes maître maçon. En face de vous, nous avons Ernest Gbagidi qui représente ici les consommateurs. Il est le président de l'association Bien-être et Survie du consommateur. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, mesdames les journalistes. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Nous aurons maître Alessandrine Saïzonou-Bédier pour nous dire si nous sommes en mesure de porter plainte contre ces artisans-là, lorsque, bon, il y a abus de confiance, voilà, qu'est-ce que la loi dit par rapport aux sanctions et tout. On aura tous les détails tout à l'heure. Merci, Madame Danonde. Alors, Monsieur Dossou-Kokou Eli, vous êtes maître maçon. Donc vous êtes un expérimenté de la maçonnerie dans notre pays, mais vous êtes surtout membre de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Vous faites donc partie de cette association, de cette fêtière qui couvre un peu les artisans de notre pays. Alors, comment est-ce que ça se passe pour qu'aujourd'hui, et de plus en plus, les artisans sont mis au banc des accusés en matière d'abus de confiance? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la question d'abus de confiance, c'est un phénomène de la société. Absolument. C'est un phénomène de la société, mais ainsi il faut l'aborder. Et aujourd'hui, comme on s'est venu sur le tapis, nous voulons en débattre. Nous allons beaucoup plus nous spécifier sur le secteur de l'artisanat. Oui. Et au fait, cette question, nous devons la prendre un peu avec pincette parce que nous devons l'étudier cas par cas. On ne peut pas les généraliser. Ça, c'est clair. C'est pourquoi nous avons commencé par dire que c'est chez certains artisans. Justement. Donc, je disais tout à l'heure par cas parce que tout à l'heure, quand on prend par exemple le couturier ou par exemple le maçon dont on est en train, vous venez de dire tout à l'heure, et il y a certaines choses, surtout dans les négociations, qui souvent n'arrangent pas. N'arrange pas qui? Le n'arrange souvent pas l'artisan. Et cette situation, c'est juste parce que les artisans, comme vous le constatez aujourd'hui avec nous, à un taux beaucoup plus élevé, sont des analphabètes. Et après avoir appris chez le patron et ils sont libérés, ils ont leur diplôme, bon nombre n'ont pas la notion alors de devis. Donc tout part du devis. Ça pose un véritable problème. La notion de devis. Ça fait que souvent, bon, du moment que peut-être il veut le travail, on lui a apporté le travail, en un premier temps, il a un soulagement parce qu'un client lui a apporté à faire. Mais au lieu de mettre son temps à dire voilà tout ce qui va rentrer en ligne de compte pour pouvoir satisfaire ce dernier, et bon nombre n'ont pas ce réflexe et peut-être rapidement avec précipitation, il dit bon, au fait je te le fais avec, on le lui confie et c'est à l'exécution maintenant qu'il se rend compte que en temps normal, il me faut tel fil pour pouvoir faire ce pagne et ce fil-là, il me faut aller jusqu'à Tokpa, aller le chercher, alors qu'il n'avait pas pris en compte peut-être qu'il allait faire ce déplacement. Et du moment qu'il n'hésitait pas à déplacer pour aller chercher, ça agit sur le délai qu'il avait déjà donné à son client qui lui a confié le marché et qu'il est parti. Mais que dire, on reste, je vous arrête pas, on reste dans le cas du couturier que vous avez pris, vous évoquez. Que dire alors de ces couturiers à qui on remet les tissus et on vous dit que ça n'a pas suffi
Dans le même temps, un autre couturier, avec ces mêmes mesures, vous fait la tenue comme il se doit et vous retrouvez, certains, on a eu ces plaintes-là, qui retrouvent leur tissu cousu par la couturière qui porte ou le couturier qui porte. Bon, au fait, je ne pouvais pas dire que c'est des choses qui ne se passent pas parce que, à coup sûr, vous avez été témoin de ça quelque part avant d'en parler. Et aussi, c'est que des artisans que nous sommes, et il y a également l'éthique. En toute honnêteté, donc tous les artisans, nous n'avons pas les mêmes éducations, quand bien même que nous avons reçu peut-être les mêmes formations. Vous savez, on peut sortir de la même école et ne pas avoir les mêmes connaissances. D'accord. OK, on va vous revenir tout à l'heure. On va s'adresser au président Ernest Gbagidi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Bien-être et survie du consommateur. Vous défendez les consommateurs, mais quand les paquets de ciment du consommateur disparaissent, quand les barres de fer du consommateur disparaissent, quand sa maison qui devrait être construite d'une certaine façon n'a pas été le cas, qu'est-ce que l'association fait pour le consommateur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Non, quand les paquets de ciment disparaissent, les barres de fer disparaissent, c'est le moins de mal. Ah oui? Le moins de mal. Si le maçon s'arrangeait pour doser, il met un peu plus de sable pour compenser le gap. Et il ne fait pas le chaînage qu'il faut. Il coule le béton et vous livre le chantier. C'est encore plus catastrophique. Oui. Là, tout s'écoule. On s'attendra à l'écroulement de la maison. De la maison. C'est pourquoi il dit que c'est le moindre mal. J'ai suivi Il a parlé de devis. J'aurais aimé que vous interveniez. Non, je crois que parfois la faute est au consommateur. En bonne partie, la situation vient de très loin. Les artisans qu'on avait n'avaient pas un grand niveau. Ils ont appris sur le tas. Et la plupart ont appris à tricher auprès de leur patron. Oui, la plupart. Ceux qui se comportent comme ça, ils l'ont appris. Ça veut dire que le patron le faisait. Le patron le faisait. On les utilisait comme complices. Et ils ont hérité de cela. Le défaut d'évaluation de coûts, il a hérité ça du patron. Parce que son patron n'a pas la notion d'évaluation de coûts. Il a appris les marchés. Comme il a dit, il a toujours jonglé pour livrer. Et lui aussi, il a été formaté comme ça. Quand nous prenons le contexte global, c'est la situation aussi de l'informel qui nous expose à ces gens. Qu'est-ce que l'informel vient chercher dans un devis mal estimé? Oui, vous allez contracter avec un ouvrier, il doit vous faire une tenue, il doit vous construire une maison, il doit vous réparer votre voiture. Sur quelle base? Est-ce que vous avez fait un contrat avec lui? C'est de cela qu'il s'agit. Mais si votre véhicule tombe en panne, vous n'allez pas exiger un contrat avant qu'on ne vous répare votre voiture en plein milieu de la voie. En Europe, est-ce que vous pouvez vous garer quelque part et demander à un mécanicien d'intervenir sur votre véhicule? Non, vous garez votre véhicule, on vient chercher, on amène au garage, on fait le diagnostic, on vous envoie le devis. Et s'il y a mal donne, vous pouvez contre-attaquer. Mais on n'est pas, ici, on n'est pas encore à ce stade-là. C'est pourquoi je vous dis... Est-ce qu'on va toujours subir ça? Non, je dis, nous sommes en train de faire le diagnostic. Oui. Je prends l'exemple, vous tombez en panne, votre véhicule tombe en panne, quelqu'un vient et dit, ben oui, c'est telle pièce qui est gâtée, il vous dit ça. Vous le remettez de l'argent, parce que vous êtes pressé. En réalité, la pièce n'a rien. C'est ça. Il nettoie, il remet. Oui. Et maintenant, peut-être que cette pièce-là était déjà en souffrance, mais c'est une autre panne. Mais vous avez dit que c'est cette panne-là. Il nettoie, il met. 2 jours après, la vraie panne s'exprime. Vous allez l'attaquer sur quelle base? Il est allé acheter la pièce dans quel magasin? Est-ce qu'il vous a apporté un reçu qui permet de tracer ce qu'il a fait? Donc, le problème d'organisation des secteurs, c'est pourquoi je dis, quand il y a une fêtière du genre, c'est à eux de mettre en place une organisation pour crédibiliser leurs activités. D'accord. Puisque la balle vous a été lancée, vous la saisissez au bon, quel mécanisme mettez-vous en place pour former à l'éthique et à la déontologie, aux bonnes pratiques, les membres de votre fêtière? Merci, monsieur le journaliste. J'ai écouté avec attention toute particulière le développement de mon collègue, monsieur Gbagidi. Et je voudrais dire que j'ai été heureux qu'il ait fait quelques pas en arrière pour dire que
le problème vient de très loin. Oui, le problème vient de très loin. Bon, seulement qu'il n'a développé qu'un pan de la chose. L'autre pan, c'est quoi? Voilà. Au fait, rapidement, on ne peut pas de coup mettre tout le tort sur l'artisan. Parce que le consommateur également, et certains consommateurs, je voudrais le préciser, sont également ceux-là qui cautionnent pareille chose. En quoi faisant? En quoi faisant? Oui. Entre parenthèses, d'abord, je voudrais répondre à quelque chose. Oui, allez-y. Nous, au niveau de l'affaire tiers où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de travailler de manière à je propose qu'on revienne sur les dispositions prises à votre niveau à la fin. Donc, je parlais tout à l'heure, le consommateur contribue à la situation. Contribue à la situation en ce sens que c'est ça le problème, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a une panne en route. Au lieu de chercher un professionnel, c'est peut-être, il ramasse quelqu'un qui vient lui dire éventuellement que lui, il est mécanicien, de quel type de mécanique, et on lui dit, viens travailler dans ma voiture. Ça pose des problèmes. Mais il y a un problème. Alors, combien de professionnels nous avons à chaque coin de rue? Oui. On ne peut pas prévoir une panne de voiture, par exemple. Je quitte Cotonou pour Savalou et à Montpa, je tombe en panne. Toujours dans ce même pays, ici à Cotonou, nous avons des gens. Et dès qu'il a eu panne le long de la voie, il prend son téléphone, il appelle son mécanicien qui vient alors au dépannage. Mais à des moments des plus fréquents, c'est que les consommateurs, bon nombre, cherchent plutôt à aller avec ceux-là qui ne sont pas professionnels juste parce qu'ils ne veulent pas sortir aussi de l'argent. Mais quand vous dites ça, prenons le sang. Monsieur Guagidi. Vous avez envie d'intervenir, ça? Rapidement, non. Sur ce plan-là, non. Non, je veux comprendre effectivement qu'il arrive que les gens discutent des prix. Encore que les prix ne sont pas normalisés à votre niveau. Et chaque artisan pratique ses tarifs. Mais quand moi me dit, j'ai une pompe à essence, le même mécanicien me dit, il y a 3 variétés. Une pompe à 10 000, l'autre à 15 000, l'autre à 25 000. Voilà déjà. Mais je vous conseille la pompe de 25 000. Je lui donne les 25 000, il va m'acheter la pompe de 10 000. Quelle preuve vous avez s'il n'y a pas de reçu? La preuve, il n'y a pas de reçu. Et très souvent, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est ce qu'ils font. Mais là, ce n'est plus le client qui ne débourse pas. Ce n'est plus le client qui ne débourse pas. Il y a des cas où le client, ils sont peints, ils ne veulent pas donner. Et parce que je dis une fois encore, et vous aussi, on n'arrive jamais à apprécier la main-d'œuvre d'un artisan. La fourniture doit être claire, la main-d'œuvre doit être claire. Oui, mais dans ce cas, le problème de déontologie se pose justement. Et nous allons revenir sur ça. Mais avant, prenons le cas des maçons, puisque c'est votre domaine d'activité de façon personnelle. Qu'est-ce qui explique que de 15 tonnes, 20 tonnes de ciment prévu du briquetage à la finition du bâtiment, je prends un bâtiment F3 par exemple, à savoir 2 chambres salon, on se retrouve à 30 tonnes et le chantier n'est pas terminé. Ok. Je crois l'avoir déjà dit, que la mauvaise évaluation alors des intrants a posé problème. Oui, mais puisque vous sembliez incriminer le client, quel est le rôle que le client a joué à ce niveau? Le rôle que le client a joué à ce niveau est ceci. Je vais vous le détailler. Oui, allons-y. Et surtout qu'on est revenu dans le bâtiment. Oui. Et vous évaluez, par exemple, on m'appelle pour un bâtiment. Oui. Et je dis que je vais prendre, il faut telle quantité de ciment pour exécuter ce bâtiment. Le consommateur, il voit, il dit que c'est déjà trop. Mon oncle, mon cousin, mon ami a fait pareil, mais c'est à tel. Et ce faisant, il se replie, il va chercher quelqu'un qui éventuellement va lui dire, au lieu de 10 tonnes que moi j'ai prévu, va lui dire que lui pourra le faire à 7 tonnes. Il accepte, le consommateur, il accepte, il s'engage avec ce dernier. Et du moment, si c'est même un consommateur averti, et il envoie quelqu'un pour le suivi régulier, on évolue et on se rend compte que des 7 tonnes qu'il avait dit, ce n'était pas possible. Il va falloir qu'il fasse encore d'autres pas. Si bien qu'il est tenu de dépasser la marge qu'il lui avait dit au départ.
Et au final, s'il ne sait pas faire, même peut-être moi, le premier qui lui avait dit qu'avec 10 tonnes, il risque de se retrouver à 11. À 11 ou à 12. Vous voyez. Mais dans le même temps, on a de ces citoyens qui disent, mais cette maison-là, enfin, on l'a achevée. Non, mais les maçons ont vidé le propriétaire. Justement. Il y a des maisons inachevées à cause des maçons. Justement, je l'ai dit ici tout à l'heure aussi pour nous faire savoir qu'en réalité, nous n'avons pas tous la même éducation. Et aujourd'hui, au niveau de la Confédération, comme vous l'avez dit, nous allons y revenir et je vous dirai les mesures qui sont en train d'être prises. Nous n'avons pas la même éducation. Mais on ne peut pas de coup, c'est-à-dire dans l'ensemble, jeter seulement le tort sur l'artisan. Juste parce que récemment, la semaine passée, j'ai visité, c'est un ami qui m'a pris, je suis allé visiter son chantier à Kwakpa. Et quand j'étais arrivé sur le chantier, il n'a pas vu le coffreur. Alors, on était là, on bavardait, croyant que le coffreur allait venir. Il ne venait pas. Il était tenu de prendre le téléphone pour l'appeler. Quand il a appelé, le téléphone sonne, l'autre ne prenait pas. Et il a commencé par se plaindre. Moi, je ne savais pas de quoi est-il question. C'est de sa bouche même qu'il disait que, au fait qu'il est arrivé ainsi de suite, il a commencé par m'énarrer les faits. Je dis, c'est ça? Tu ne le verras pas aujourd'hui et tu ne le verras pas demain. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur leur premier contrat, le coffret a fini le premier contrat et son argent restait 30 000 qu'on puisse le payer. On ne l'a pas payé. Ils ont engagé le second contrat. Et ce jour-là, le coffret était arrivé sur le chantier et lui demande de lui payer ce qu'il avait fini. Il dit non, qu'il n'a pas d'argent. Et il dit, si tel est le cas, donne-moi une avance sur ceci. Alors que le monsieur est sorti de la maison, c'est un père de famille, avec un souci. Et il cherchait des voies et moyens pour avoir de l'argent pour répondre à certaines préoccupations à la maison. Il était là, l'autre, il a de l'argent pour acheter les matériaux, mais il n'a pas de l'argent pour payer le prestataire. Et le prestataire a des soucis à la maison. Ça doit expliquer le fait que le prestataire prenne ses ciments et vende. Non, c'est pas ce que je dis. Dans le cas de cet exemple, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il a pris l'avance du nouveau contrat. Il n'a même pas pris l'avance. Il était sur le chantier. Quand un autre client l'a appelé, viens rapidement me voir telle situation. Quand il est parti, il dit, viens me réparer cette porte, ainsi de suite, on lui donne 20 000. Il est tenu de consacrer le reste de sa journée pour terminer ceci en abandonnant le chantier de l'autre où il cherchait de l'argent, il n'a pas eu. Mais après, tel qu'on est en train de tourner autour du plateau tout à l'heure, c'était le même scénario que l'autre disait. Donc, au fait, il n'est pas sérieux. Il a abandonné son chantier. Oui, il a abandonné son chantier. Qui a cautionné l'abandon de ce chantier? C'est lui-même. N'est-ce pas lui-même? En ne payant pas... En ne lui donnant pas le minimum. Au moins, il a fini déjà un contrat. Je crois même que ça, c'est encore un autre pan. C'est un autre pan de la chose. Voilà. Mais maintenant, au même moment où nous allons y revenir parce qu'il faudrait qu'on en arrive là pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, dès que les consommateurs ils sont prêts pour acheter les matériaux, si c'est des matériaux, oui. Mais la main-d'œuvre, c'est là que je veux en venir en vous ressortant ce que je viens de dire. Les consommateurs ne sont pas prêts à payer la main-d'œuvre alors aux ouvriers. Ça fait que certains ouvriers, ce que nous sommes en train de leur dire, que ce n'est pas bien, parce que quand on perd un seul client, c'est des milliers de clients que tu as perdus. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Mais en réalité, pour certains artisans, pour le fait que pour une prestation où il devait prendre 5 000, on vient lui proposer, non, c'est seulement 1 500, 1 300, je vais te donner, tu lui donnes. Lui, il dit, si tel est le cas, je vais cacher le moins à gagner là, donc dans les matériaux. Et c'est ce qui expliquerait finalement, le détournement de matériaux de construction. Ce qu'il a perdu de l'autre côté, alors que ce n'est pas une bonne pratique. Mais normalement, c'est ça ce qui se passe réellement. C'est ce qui se passe réellement. Monsieur le président de l'association, Monsieur Baguidi, vous êtes indexé. Oui, finalement, la faute n'est pas qu'à l'artisan. De bout en bout sur l'artisan, je dis non. Ça dit, c'est non, monsieur Baguidi est interpellé. Comment se fait-il que vos membres, vos consommateurs ne veulent pas voir les autres heureux aussi, vivre un tout petit peu en leur payant ce qu'il faut? Non, c'est trop réducteur quand on le dit comme ça. L'artisan qui sait que
l'ouvrage à réaliser ne peut pas couvrir tel montant et lui vient prendre le marché. Il est dans quel esprit? Ce n'est pas le consommateur même qui a réalisé l'œuvre, non? C'est quand même un autre artisan qui est venu chercher. Oui, mais monsieur Dossou Kokou a donné un exemple. Quand vous, consommateur, vous dites, mais non, mon oncle a fait, mon ami a fait, on lui a donné 50 000 seulement, le gars a tout fait. Je suis d'accord. Oui. Il a cautionné. Mais il a allé chercher quand même un autre artisan pour venir faire. Oui. Celui-là, il n'a pas appris le métier. Il est dans quel esprit? C'est pourquoi il dit, le secteur, en fait, la tricherie va dans tous les sens. Peut-être que l'oncle l'a fait, pas dans la même période, je n'en sais rien. Il peut avoir raison. Il revient à celui qui a appris son métier. De dire, voilà, puisqu'il a dit quelque chose subtilement, comme les gens veulent avoir nécessairement le marché, ils acceptent. Donc déjà, cet artisan sait déjà qu'il Il sait que ça ne va pas couvrir. C'est ça. Il sait que ça ne va pas couvrir. Il a pris. Puis c'est eux qui ont appris le métier. Comment vous vous arrangez pour que le même chantier qui doit coûter 10 millions, quelqu'un dit non, un autre va prendre à 6 millions. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que ce n'est pas un esprit de concurrence? Non, la concurrence, non. La concurrence aurait pu être dans la main-d'œuvre. La qualité, peut-être. Et comme j'ai dit, rares sont, tu ne peux pas évaluer la valeur de la main-d'œuvre d'un artisan. D'un devis à l'autre, ça varie. À partir de ce moment, le consommateur aura choisi. Vraiment. Ça varie. Donc, moi, je dis, c'est la question de l'information. Si vous allez contracter avec une entreprise régulièrement établie, ces problèmes-là ne se posent pas. Ça se pose. Non, ah bon? pas très souvent. Je dis ça se pose. Il y a des régulièrement établis. Je suis dans le BTP et je participe aux appels d'offres. Oui, donnez-nous les exemples. Je dis, pour le même plan qui nous est soumis, et que différentes entreprises vont faire des propositions de prix, vous ne verrez pas les mêmes prix. Non, on ne verra pas les mêmes prix, c'est pas ce que je dis. Vous voyez, vous ne verrez pas les mêmes prix, quand bien même que c'est le même édifice que nous voulons ériger. Vous voyez. Donc, mais dans ce cas, si vous ne réalisez pas l'ouvrage, on peut vous assigner. Mais si c'est quelqu'un qui a évalué au pifomètre, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lui opposer au tribunal? Mais juste... S'il a fait son devis oral, et c'est sur cette base que vous allez contracter, vous allez lui opposer quoi? En fait, c'est pourquoi je dis... On va avoir... que c'est la non-formalisation aussi. Et le cas où on achète, on met l'argent, le mécanicien achète toutes les pièces, ou bien le maçon, il est sur plusieurs chantiers à la fois, ça, il ne le dit pas. Ah ben voilà. Il fait un peu chez vous. Ça, c'est un autre... Il va se retrouver de l'autre côté. Il fait de la sous-traitance avec quelqu'un d'autre. Et c'est le sous-traitant. Non, je crois qu'on doit réorganiser tous ces secteurs-là. L'abus de confiance ne devait pas être expliqué. Ça ne devait pas s'expliquer. C'est la norme aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement, c'est la norme. Donc, les fêtières ont du travail à faire. Quand vous prenez les vulgarisateurs, par exemple, ben voilà, quand vous dites que vous allez gonfler votre... Au moins, ils ont pu s'organiser un peu. On connaît quand vous allez gonfler, c'est à tel prix au moins. Et même si vous devez négocier, vous savez à peu près quelle limite vous allez garder. Mais chez les autres, on ne comprend rien. C'est ça. Alors, monsieur Dossou Kokou, pourquoi il ne peut pas y avoir, je crois au niveau des coiffeurs aujourd'hui, on sait que les prix sont uniformisés, pourquoi pas chez vous? Pourquoi pas chez nous? On prend un bâtiment type temps, on sait que ça doit se faire comme ça. Je crois que c'est toujours nous, les vulgarisateurs dont vous parlez, les coiffeuses et autres. Donc vous devez savoir qu'au niveau de la fête... Monsieur Dossou Kokou, vous gardez au frigo bien sûr ce que vous êtes en train de dire. Nous avons en ligne ce matin Maître Alessandrine Saïzonou Bédié. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden et nous parlons de l'abus de confiance noté chez la plupart des artisans de notre pays qui tend à être un mal corporatiste. Dites-nous, à la lumière de nos tests de loi dans notre pays, comment ces cas peuvent être traités? En fait, lorsque vous confiez quelque chose à quelqu'un, pour vous le rendre après, ou bien vous confiez de l'argent, ou bien, je prends le cas d'un artisan, un maçon, à qui vous remettez les matériaux de construction, et qui
détourne ces matériaux-là pour assez fin propre, là, il est déjà en infraction. Il a déjà commis une faute, un délit, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Et donc est passible d'une sanction pénale. Le fait de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Maintenant, lorsque l'artisan, vous lui remettez de l'argent pour vous faire un travail, à défaut de vous faire le travail, il vous retourne vos sous. Lorsqu'il ne le fait pas, le juge peut aller sur le terrain de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. Parce qu'il n'a pas la capacité de faire le travail, mais vous a fait croire qu'il pouvait le faire. Et le fait d'aller vers vous et de vous faire croire qu'il peut le faire, on peut mettre ça dans les manœuvres pour vous amener à lui remettre de l'argent, et ça, c'est de l'escroquerie. Mais Maître Bédier, dites-nous, ici sur le plateau, les uns et les autres ont dit, et surtout le représentant de la Confédération nationale des artisans du Bénin disait que les clients ou les consommateurs cautionnent la chose en diminuant tellement le prix de main-d'œuvre, si bien que l'artisan qui est déjà dans des besoins se dit, bon, un travail qu'il aurait pu faire à 200 000, il accepte le faire à 50 000 ou à 75 000, quitte après à aller détourner du matériel. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on gère l'affaire? Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. C'est à eux, c'est aux artisans d'accepter le prix qu'on leur propose. Ils doivent faire leur calcul et savoir que ça ne les arrange pas d'accepter tel prix. Ce n'est pas une raison. En tout cas, devant le tribunal, on ne peut pas se dédouaner en disant que c'est parce que j'ai été mal payé. Ah bon? Non, on ne peut pas se dédouaner. Puisque vous êtes entendu. Il y a eu un accord de volonté sur le prix, sur le service à rendre. Vous ne pouvez pas revenir dire que c'est parce que le prix payé ne vous convient pas que vous avez refusé de faire le travail. D'accord. Mais Maître Bédier, il y a une autre situation qui arrive souvent avec les artisans. C'est le non-respect du délai de livraison du travail qui a été commandé. Quand il vous fixe une semaine et qu'après 3 mois, vous n'avez pas la livraison, est-ce que la loi vous donne la possibilité de vous plaindre? Et si vous le faites, est-ce que ce délai ne paraît pas, du point de vue social, assez banal pour se retrouver devant les tribunaux? Vous savez, le juge juge selon sa conviction. On lui apporte les faits et c'est à l'aune des textes que le juge va juger, va rendre sa décision. Si dans le comportement de l'artisan, le juge constate qu'il n'a pas d'excuse, c'est pas parce qu'il y a eu un contretemps, il y a une situation qui s'est imposée, un cas de force majeure, et que le travail qu'on lui a demandé, si la personne nous remet le tissu et qu'il ne peut pas représenter le tissu qui lui a été remis, on peut aller sur le terrain de l'escroquerie. Mais s'il représente le tissu, il représente les sous et il explique du fait que c'est un empêchement, le juge va pouvoir constater qu'il est de bonne foi. Donc tout dépend des éléments constitutifs du délit qu'on va reprocher à l'artisan et de la conviction du juge. Parce que nous sommes en matière pénale et le juge selon sa conviction. D'accord. Alors, Maître Saïzonou Bédier, dites-nous, à partir de quel moment l'entente ou bien la mésentente entre le client et l'artisan peut être portée devant les tribunaux? Ça peut être porté devant le tribunal à tout moment. Lorsque vous remettez votre tissu et que vous deviez le recevoir dans un délai, vous ne l'avez pas. Et que vous allez là-bas et qu'on ne vous remet ni votre tissu, ni vos sous, vous pouvez saisir le tribunal, comme je l'ai dit. Ou bien le travail a été mal fait, vous êtes également en mesure de saisir le tribunal sur la base des dispositions de l'article 1382 du Code civil qui dit que tout fait de l'homme qui porte préjudice à l'autre peut être sanctionné. Qui porte préjudice est sanctionné. Alors, en tant que praticienne de droit, vivant dans notre milieu, vous êtes béninoise et je le reprécise, si vous deviez donner des conseils à des artisans qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dis, l'artisan, c'est un professionnel.
Et lorsqu'on est professionnel, on tient un planning de telle sorte qu'on accepte ce qu'on peut faire. On doit pouvoir respecter le délai donné. On doit pouvoir faire le travail en toute conscience. Et lorsque ce n'est pas fait comme cela se doit, que chaque artisan doit savoir qu'il peut être poursuivi devant les juridictions, qui peut être poursuivi et le client peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Pour le préjudice subi, le temps qu'on lui a fait perdre. Le fait qu'il n'a pas pu avoir sa robe pour aller à sa fête ou à telle chose, et c'est le juge qui va apprécier. OK. D'accord. Oui, je crois que Heureuse a une question pour vous, Maître Bédié. Oui, Maître, moi j'aurais vraiment aimé que vous nous reprécisiez les sanctions qu'encourt l'artisan, surtout lorsqu'il est devant les juridictions. Cette sanction peut aller jusqu'où? Je ne peux pas donner des sanctions comme ça. Ça dépend de chaque fait. La qualification que le juge donne au fait. Ici, nous sommes dans le cadre d'un abus de confiance. La loi a prévu une peine d'1 an à 5 ans et d'une amende de 150 000 à 1 500 000. Lorsque nous sommes dans le cadre d'un abus de confiance. D'accord. Donc, lorsque nous sommes dans le cadre d'un vol, la sanction c'est 1 an à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. OK. Vous voyez, lorsque nous sommes dans le cadre d'une escroquerie, la sanction est également prévue. Donc tout dépend. Et si c'est un préjudice que la personne a subi, c'est-à-dire le temps perdu, son argent qu'il n'a pas pu récupérer, il va devant le juge civil, ça n'a rien de pénal. Ce ne sera pas une peine d'emprisonnement, mais ce sera tout simplement des dommages-intérêts. Donc l'artisan sera condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé par le paiement de dommages-intérêts. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Alessandrine Saïzonou Bédié. Je rappelle que vous êtes avocate et vous intervenez donc pour apporter un éclairage sur le sujet de ce matin. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée, Maître Saïzonou. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Alors, nous revenons sur ce plateau, Madame Danonde, pour parler avec Monsieur Dossou Kokou. Dans votre fêtière, quelles sont les dispositions que vous prenez pour protéger vos adhérents, vos amis, vos confrères de ces sanctions que vient d'énumérer Maître Saïzonou Bédié? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais dire qu'au niveau de la fêtière, c'est d'ailleurs par rapport à tous ces paramètres que depuis un certain temps, nos artisans, on a commencé par s'organiser. D'accord. Puisque depuis la nuit des temps, vous voyez que l'administration centrale ne s'occupait pas du secteur de l'artisanat. Donc c'était nous-mêmes qui avions commencé depuis les années 90 donc, à pouvoir nous mettre en association, histoire nous permettant de pouvoir faire les échanges de connaissances, les échanges sur comportemental, ainsi de suite, pour qu'on s'améliore au jour le jour. Cela nous a amené à mettre en place nos associations qui, à la suite des collectifs, jusqu'à ce que nous avons mis en place aujourd'hui la Confédération nationale des artisans du Bénin. Et au sein de ce creuset, je crois que le grand travail que nous avons et que déjà nous sommes en train de faire sur le terrain, c'est d'abord la professionnalisation dans les métiers. Celui-là qui se dit qu'il est maçon, comment faire pour qu'il soit véritablement maçon, qualifié et avoir la main? Que ça ne soit pas des bricoleurs, puisque nous en avons tellement dans nos rangs. Et nous sommes en train de faire un travail dans ce sens. Et également, par rapport à l'harmonisation des coûts de prestations, je crois que les travaux sont en cours. Nous avons d'abord, le consommateur, M. Baguidi, vient de le témoigner qu'au milieu même déjà des vulgarisateurs, ça se constate. Donc, plusieurs autres métiers sont actuellement en cours où nous sommes en train de réfléchir sur l'harmonisation des coûts de prestations. Donc, nous avons plusieurs chantiers au sein de la Confédération que nous sommes en train d'embraver au même moment pour permettre à ce que progressivement, seulement que le mal est déjà tellement grand et on ne peut pas d'un seul coup alors l'arrêter. Mais donc, progressivement, comment reconnaître, peut-être ça va paraître bizarre, mais
bon artisan, un artisan de bonne foi? Est-ce qu'il y a une plateforme que vous avez où on a besoin de faire une maison et autres, on va sur cette plateforme et on sait que quand on y va, on a un artisan. Ce sont des personnes sérieuses et là, si on n'est pas satisfait, on peut faire recours à la Confédération. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tel que je viens de le dire, nous avons ouvert plusieurs chantiers. Et il y a même déjà certaines plateformes qui sont en train d'être mises en place où on insère les artisans. Donc, où on fait la publicité, chaque artisan vient faire la publicité de son produit. Et ceux-là, avant, les critères pour pouvoir intégrer un artisan dans ces plateformes, nous en avons quelques critères. Et ce n'est pas n'importe qui vient qu'on insère dans cette plateforme. Parce que ceux-là peuvent être sollicités hors du pays et ce serait l'image de notre pays qui vont porter. Nous sommes d'accord avec vous, mais parmi tous ces chantiers que vous avez ouverts et que vous suivez actuellement, vous n'avez pas pu mentionner un où on doit pouvoir jouer sur la moralité ou bien la sensibilisation des artisans pour que les abus de confiance, le vol du matériel, tout ce que nous avons dénoncé sur ce plateau puisse prendre fin ou bien être ralenti. Ça évolue. Nous sommes en train de le faire au sein de nos regroupements associatifs. Nous sommes en train de le faire. La sensibilisation sur l'éthique, le moral, pour que les gens essaient c'est-à-dire se dissocient un peu de ces mauvaises pratiques qui nous disqualifient. Nous sommes en train de travailler. Même tout à l'heure, avant d'être ici, j'étais quelque part à Fidjrosé avec l'ensemble des garagistes, des garagistes professionnels du Bénin. C'est ça. Mais est-ce que, un peu comme l'ordre, on a les ordres au niveau des médecins et autres, des pharmaciens. Est-ce qu'en votre sein, vous sanctionnez des artisans pour ces genres de fautes? Si. C'est déjà arrivé, vous en êtes sûr? Si. Il y a dans certaines localités où, par rapport à une certaine situation qui nous parviennent au sein de l'association même d'abord à la base, là, on interpelle ce dernier et on lui inflige un certain nombre de trucs. Quel type de sanctions? Et il y en a certains même qui, par rapport, ça dépend du problème qui s'est posé, où on les empêche même de continuer à garder leurs apprentis. Parce que tels qu'ils gardent leur atelier et ce qui se passe, et si bien qu'à un moment donné, on dit, voilà, si tel est le cas, voilà la mesure qui sera prise. D'accord. Et ces mesures-là sont prises, et après maintenant, les choses rentrent en ordre, on dit, voilà, maintenant tu peux continuer avec ton activité. C'est de bonnes nouvelles, monsieur Baguedi, ce sont de bonnes nouvelles pour les consommateurs? Bon, je crois que c'est une organisation interne. À ces associations, nous n'avons pas la preuve matérielle. C'est ça. Et c'est que M. Dessous viendra vendre sa fêtière. Ce qui est sûr, il continue d'être nos bourreaux, qu'on veuille ou non. On fait avec. Et le jour où il n'y aura plus de pareille situation, on va l'avouer. Mais moi, je crois que le vrai problème, et ça, c'est M. Bédier l'a dit tout à l'heure, c'est que le Bénin n'a pas cette culture-là de plainte. C'est ça. Si on avait poursuivi 1, 2, 3, voilà, ça aurait discipliné un peu plus. Mais nous avons toujours négocié, ou bien on t'envoie quelqu'un pour te supplier. Pour régler à l'amiable. Et c'est ça qui entretient. Sinon, en principe, c'est préjudice, réparation. C'est pourquoi le législateur a prévu ces mécanismes-là. Le règlement à l'amiable que nous le faisons, non, ça encourage d'autres à prendre d'aisance dans ces crimes-là, et ce qui ne permet pas d'avoir une société sécurisée. Donc moi, je crois que commission éthique, c'est bon, mais il faut de temps en temps amener ces gens-là pour qu'ils répondent là où on doit régulièrement. Mais quelles dispositions les clients eux-mêmes doivent prendre parce que nous avons commencé par dire aux gens de cesser avec l'information. Quand vous allez m'acheter des pièces, vous êtes mécanicien, vous allez dans un magasin, vous m'amenez une facture normalisée. Le jour où il y aura un défaut, on pourra remonter. J'achète de l'huile vidange pour faire la vidange. Vous m'avez prévu un truc de 30 000 et vous allez acheter de l'huile vidange de 5 000 que vous mettez dans le moteur et vous m'escroquez. Vous mettez de l'huile non qualifiée dans mon moteur. Ça. Mais je vais avoir une facture qui donne la preuve de ce que vous avez acheté de l'huile de qualité, vous avez acheté les fruits de qualité, et là, ça me rassure. Et c'est là où ils trichent beaucoup, et ça vous crée beaucoup de préjudices. Donc, moi, je crois les voies de recours que le législateur a prévues, nous demandons aux consommateurs
d'y aller. Arrivé là-bas, le juge peut vous dire, attention, on va régler de cette manière-là, c'est plus sécurisant. D'accord. Nous avons nos amis internautes qui interviennent dans cette émission. On ne va pas manquer à la tradition. Et voici le tout premier message, pratiquement le seul d'ailleurs, qui dit ceci. Bonjour à tous. C'est malheureusement le non-respect de délai dans les livraisons des commandes qui discrédite les artisans. De la couturière au menuisier, on essuie des changements de date de livraison. Si vous manifestez votre mécontentement, on vous juge trop méchant. Combien de meubles non livrés à temps et des tenues non réalisées à bonne date alors que vous avez tout payé? Le maçon qui vous demande 2 tonnes de ciment alors qu'il en faut moins pour un travail. L'électricien qui vous prend 3 000 francs pour une ampoule qui coûte en réalité 2 000 francs et le plombier qui vous place un robinet de qualité moyenne espérant que ça va vite se gâter et on va le rappeler à nouveau. Vraiment, c'est devenu autre chose ou bien chose commune. Personnellement, je préfère voir l'article réalisé et si cela me plaît, je l'achète simplement. Je gagne en temps et en santé. Il y a de plus en plus quelques-uns qui ont compris la nécessité de respecter les délais et ce sont eux qui gagnent, bien sûr, bien leur vie, car ils reçoivent beaucoup de commandes, même s'ils sont chers. Voilà le seul message que nous avons eu ce matin. Et ce message-là, peut-être la dernière question à votre niveau, montre que quelque part, votre métier, peut-être, je ne dirais pas tant à disparaître, ou va disparaître en un temps. On sera obligé d'acheter du tout fait pour éviter ces abus de confiance. Lorsqu'on prend le couturier, faire confiance au prêt-à-porter. Lorsqu'on prend le maçon, on fait confiance aux maisons. À ceux qui importent des maisons. Il y a des maisons importées qu'on installe. Des maisons tout fait déjà et puis on achète. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est là où on va... Il y a des menaces qui arrivent sur les métiers. Il y a des menaces et je crois que, comme il vient de le dire, l'internaute vient de le dire tout à l'heure, qu'il y a déjà même des artisans qui sont prêts et qui fournissent le tout et ils préfèrent aller vers chez ces derniers. Voilà. N'oublions également pas que c'est toujours les artisans. Absolument. Mais n'oublions pas, donc c'est consciencieux cette fois-ci. Consciencieux. Et ce n'est pas le travail tous qui peuvent le faire. Mais, tout dépend des moyens aussi de cet artisan. Ça dépend également des moyens, mais justement, le travail qu'on est en train de faire en notre sein, c'est qu'il y a d'autres déjà qui sont en train de prendre conscience de ce travail-là. Et c'est en fonction de cela qu'ils sont en train de prendre d'autres méthodes de travail. Et nous, notre souhait, c'est que cela puisse se propager et que ça embrave un grand nombre d'artisans. Alors, ça va être votre conclusion en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos collègues artisans ce matin? Oui, bon, merci beaucoup, c'est très important. Et pour moi, personnellement, je voudrais inviter les collègues artisans parce que nous sommes ici au vieux, au sud, devant toute la nature, je vais dire. Et toute la nation aussi. Toute la nation. Oui. Donc, j'interpelle les collègues artisans à une prise de conscience et que ce que nous sommes en train de ruminer à l'interne, alors puisse pénétrer les tympans de manière à ce que ça nous amène au changement de comportement pour que nous puissions satisfaire nos consommateurs. Je l'avais dit, quand on paie un seul client, c'est des milliers de clients qui partent avec lui. Et puisque nous voulons grandir, il faudrait que nous cherchions toutes les voies et moyens pour pouvoir s'attirer des clients et soit permettant que notre entreprise se développe. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dossou Kokou. M. Baguidi, quelque chose à ajouter pour boucler? Non, je voudrais demander quand même aux consommateurs de faire l'effort de remplir leur part de contrat, de payer le juste prix. Voilà. Parce que quand vous vous écartez trop aussi de la réalité, vous serez complice par rapport à nos réalisations. Je vais leur demander de développer le réflexe, d'aller se plaindre pour aider nos artisans à mieux être disciplinés et à nous réclamer la partie normalisée. À respecter le contrat. Je ne suis pas là pour relayer les activités de la DGI. D'accord. Allez, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Voilà, le débat portait donc sur les abus de confiance notés chez certains artisans. Nous avons donc fait le débat. Nous avons fait des propositions pour les aider, nous aider, et consommateurs et artisans à pouvoir vivre en harmonie, à chacun dans son rôle.